Salut tout le monde, c'est parti pour un nouvel épisode de Noir sur Blanc. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Font que je reçois dans le noir total pour une interview introspective sur sa vie et sa carrière. Figure emblématique de la scène belge, connu pour son humour déjanté et son univers atypique, il a accepté de se prêter au jeu. Pas d'inquiétude, tout est filmé en caméra infrarouge. Vous êtes prêts? C'est parti! Jean-Luc, si tu es prêt, tu peux enlever le masque et le mettre sur la table à ta gauche. À ma gauche. Attends. Qu'est-ce que ça te fait là d'être dans le noir? Écoute. Est-ce que ça t'effraie un peu ou pas du tout? C'est bizarre. Écoute, non, pas du tout. J'ai pas tellement peur du noir. J'aime bien quand il fait clair. Parce que y a rien à faire quand tu es dans le noir. Il y a quand même plein de trucs que tu ne vois pas, à savoir tout. Ouais. Mais non, je n'ai pas peur du noir. T'as l'impression que tu es dans un endroit un petit peu d'apaisement ici ou Écoute, j'ai l'impression d'être dans une panne de courant. Que je n'ai aucune idée de l'endroit dans lequel on se trouve. Je sais que tu es là. Ouais. Parce que voilà, tu me parles et je t'ai vu avant, mais à part ça, je ne sais pas si on est dans une petite pièce, une grande pièce, s'il y a un mur derrière moi, aucune idée. C'est un peu perturbant. Mais c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Ça permet en même temps de ne pas regarder des choses, tu sais, en se disant, tiens, il y a un mur, tu vois. Oui. Mais sans doute qu'il y a des murs, parce qu'autrement, la maison ne tiendrait pas. Tout à fait, je te confirme qu'il y a des... C'est mon côté grand architecte. Jean-Luc, je vais te passer un sachet dans lequel il y a quelque chose que tu peux sortir et nous montrer. Attends. Tu l'as? Ah oui, je l'ai. Il y a une ouverture au-dessus, si tu... Oui. Voilà. Alors, c'est un petit objet, je ne sais pas si tu vas le deviner. C'est le truc comme... Attends, qu'est-ce que c'est? On dirait un truc de... Ah, on dirait une perruque. Exact. On dirait une perruque, tu sais les perruques argentées, de couleur, en paillettes métalliques comme ça. C'est ça. Alors en plus, ici, bon, on est en infrarouge, donc on ne verra pas le rouge. Écoute, si tu as envie, tu peux le mettre, mais on ne verra pas qu'elle sera rouge. On voit des petites brillances. Attends, je cherche où... Mais bonne chance pour la mettre à l'endroit, en effet, parce que... Écoute. C'est dommage, je ne te verrai pas avec ta perruque. Eh bien, écoute, je suis très élégant. Tu l'as mise là? Oui. Génial. Je te rends le petit sachet? Oui, tu peux la mettre sur la table. Attends. Voilà. Donc j'ai une perruque. Oui. Bon, une perruque. Et elle est rouge? Et elle est rouge. Mais perruque, est-ce que c'est... Non, elle est rouge, elle aurait pu être n'importe quelle couleur. Okay. Oui, c'est pour le petit côté fun de la perruque en elle-même. Je croyais que c'était mon côté Mylène Farmer. Ah, aussi, si tu veux. C'était pour te lancer un peu sur le domaine de Stella, 50 ans. Oui. La perruque, c'est aussi un des accessoires quand même. Alors, effectivement, on a souvent mis des perruques et franchement, c'est quasi le truc le plus désagréable. Parce que là, par exemple, la tournée qu'on vient de commencer, on a dit pas de perruque. Parce que tu sais, tu mets les perruques, alors c'est rigolo, c'est tout ce que tu veux. Et puis après 5 minutes, ça commence à chatouiller, à gratter. Mais oui, écoute, c'est toujours amusant. Ouais. Et le côté se déguiser... Écoute, franchement, je n'ai jamais imaginé monter sur scène, habillé comme dans la ville. Pourquoi pas? Alors, je ne sais pas. Parce que pour moi, c'est un autre univers. Et je dirais, quelque part, je pourrais être habillé pareil, mais avec d'autres vêtements. Tu vois, les trucs, ça, voilà, ça c'est pour le spectacle. Ouais. Et, mais je trouverais ça drôle d'arriver tel que je suis et monter sur scène. Et puis bon, tu as tout le côté, tu sais, quand j'étais ado, tu avais plein de groupes, quand même, c'était l'époque du glam rock, de Bowie, T-Rex, Alice Cooper, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps à l'ancienne Belgique, c'est formidable. Et des Slade, des Mud, enfin bon, je veux dire, où le costume, quelque part, disait déjà quel genre de musique tu allais entendre. Oui, c'est ça. Justement, 50 ans de Stella. Tu es en pleine tournée actuellement. 50 ans. Oui, qu'est-ce que ça te fait? C'est dingue quand même. Écoute, oui, je trouve ça impressionnant parce que
objectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui font 50 ans avec un projet. Et c'est pas prévu. Et il n'y a que peu de temps, je dirais il y a 1 an ou 2 seulement, je me suis rendu compte que 50 ans, c'était beaucoup. Ouais. Tu vois, j'ai dit, mais enfin. Et alors, imagine, j'ai commencé, j'avais 18 ans. C'est quand même incroyable, je veux dire, 18 ans, c'est faux. T'es un chien fou. Et donc, je n'ai jamais imaginé que j'allais pouvoir continuer ça. Déjà, je n'allais jamais imaginé que j'allais arriver à mon âge. Parce que quand tu as 18 ans et que tu aimes le rock'n'roll, normalement, tu dois être mort à 35-40 ans dans un accident d'avion ou un truc comme ça, tu vois. Et voilà. Non, mais c'est impressionnant. Mais en même temps, c'est chouette parce que tu te dis, bah voilà, tu parles d'un projet assez original. Et alors, bizarrement, quand tu fais des trucs originaux, au début, c'est un peu... ça fait peur, c'est un peu... Tu vois, on ne fait pas confiance dans les trucs originaux. On aime bien les trucs qui ressemblent déjà à quelque chose qui a été fait, enfin, tu vois, donc... Mais c'est pour ça que les groupes de reprise marchent si bien. Mais par contre, quand tu es original, à un moment donné, si tu veux, bah, tu crées ton propre univers, puisque tu es né dans l'univers de personne d'autre. Et je trouve que ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc tous les gens qui font des trucs originaux, sauf s'ils voient vraiment, tu sais, si chaque fois que tu joues, tout le monde s'en va, les enfants pleurent, les chiens aboient à la mort. Si tu vois que finalement tu es quelque part dans le bon, ben, tu peux continuer contre vents et marées. Ici, cette tournée, comment tu l'as appréhendée, apprivoisée? J'imagine que le choix rien que des chansons, ça a dû être un défi. Comment ça se passe? Mais écoute, alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chansons. Et bon, là, on fait des concerts d'à peu près 2 heures pour le moment. Et on a dû faire une sélection dans les chansons. Quand je dis on, c'est que moi, j'ai fait une sélection et puis j'ai demandé à mes camarades musiciens et tout ça s'ils avaient envie de faire des trucs. Et donc, il y a tous les incontournables. Si tu veux, les Torremolinos, les Tartines, les années 80, des trucs comme ça. Je ne trouverais pas ça sympa pour le public de ne pas le faire. Parce que, bon, je veux dire, quand on fait des concerts, c'est quand même pour les gens. Sinon, c'est pas forcément ces morceaux-là que j'aime le mieux. Mais si je fais que les morceaux que j'aime bien, ça va être spécial. Et donc, à côté de ça, j'ai même retrouvé dans ma tête, parce qu'il n'a jamais été enregistré, et il a été joué très peu sur scène, un morceau de 1977. La Mouche? Non. Les Mousses, oui. Les Mousses. C'est dingue, ça. Et en plus, il est vraiment bien. Comme on l'a fait maintenant, hein, parce qu'il fallait voir à l'époque. Mais donc, il y a 2-3 vieilleries. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on m'a laissé un petit espace où je fais quelques morceaux tout seul avec la tablette, et comme à la radio. Et là, je fais ce que je veux. Tu vois. Je peux changer de morceau à chaque concert, en fait. Donc, tu improvises un peu? Oui. Jean-Luc, j'aimerais te faire écouter un premier extrait. Bonjour papa, je suis tellement content qu'on reprenne la route. Allez, on va faire ça comme des chefs. Je te fais des gros batchs comme on dit chez nous. Bonjour Jean-Luc, on est en fin de partie. Il a fallu le temps, mais là, on est parti pour de bon et pour quelques mois de plaisir. Bonjour Jean-Luc, voilà, je ne sais pas si tu reconnais ma voix. En tout cas, on s'est déjà croisés dans un studio mythique où nous avons enregistré il y a longtemps, très longtemps, et aussi récemment. Je ne sais pas si tu as reconnu maintenant ma voix. À bientôt Jean-Luc. Alors, peux-tu nous dire un peu qui sont ces 3 personnages? Le premier, c'est Grégoire, qui est Carolo, et qui s'occupe des lumières et du matériel, et qui est un peu le régisseur des concerts de Stella, qui est un petit gars bien sympathique et sacré Grégoire. Le deuxième, c'est Pierre Mercier, qui est la personne qui s'occupe des concerts de Stella depuis 93-94, et qui continue maintenant avec sa fille, qui a repris le flambeau, donc il travaille à 2. Et le troisième, c'est Christian Martin, qui aime bien imiter ma façon de parler, et qui parle du studio mythique, parce que c'est là qu'on a enregistré
le duo avec MC Solar et c'est lui qui a parlé de Studio Mythique et donc ça nous a amusé et on s'est rencontrés effectivement, ça c'était il y a plus longtemps, je dirais à peu près en 85 dans un autre studio où lui avait un projet musical et nous aussi, donc on s'est rencontrés dans le studio. Et alors ces 3 personnes évidemment sont très importantes parce que pour pouvoir faire des spectacles, il y a tout un bazar autour que, je veux dire, l'idée est d'oublier qu'il y a tout un bazar autour. Mais si tu veux, Pierre s'occupe de faire en sorte que quand on arrive, tout soit là pour que le spectacle soit convenable. Grégoire est là pour s'occuper de tout. Et Christian, qui est bassiste dans Stella, mais qui est aussi producteur de mes albums. Et on a quand même fait pas mal de conneries ensemble, comme les camionnettes et les visites de ville. Enfin oui, on a fait du théâtre ensemble. Il y a une bonne ambiance en fait, en Écoute, off, dans les coulisses. Oui, et ce sont des gens à la longue qui deviennent des amis autant que des partenaires. Et oui, il faut une bonne ambiance. Il faut une bonne ambiance, oui. Et puis de nouveau, attends, je veux dire, ça serait quand même un peu malheureux qu'on soit... il pourrait y avoir une ambiance de travail bien sérieuse, on est en mode travail. Ah, mais t'as des moments où c'est sérieux. Je veux dire, là, on a répété quand même avec tous les musiciens pour la tournée. Mais on a fait ça très sérieusement, et d'ailleurs c'est pour ça que les concerts vont être bien. Il n'y a pas de miracle, tu ne peux pas faire ça sans répéter. Oui, ça bosse. Mais ça reste quand même une bonne ambiance. Si tu veux. C'est du boulot, mais ça peut être fait agréablement. C'est du boulot. Jean-Luc, je vais te passer autre chose maintenant. Je vais enlever ma perruque. Si tu veux, évidemment. Surtout si ça gratte. Alors, même moi, je dois faire attention à ce que je fais. Où est-ce que je vais avec ça? Oui, où tu veux. Là? Ou même par terre, si tu veux. Okay. Alors, je te passe une assiette. Sur cette assiette, il y a quelque chose à déguster. Et il y a aussi une fourchette. Alors, je te donne tout. Oui, c'est compliqué. Fais attention. Attends, j'ai l'assiette. J'ai l'impression que c'est là. La fourchette est là. Alors, bonne chance pour goûter ce qu'il y a dessus. Mais... c'est spécial parce que je ne vois rien. Ça doit me dire, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Mais là, c'est un peu gros, donc j'espère que tu reconnaîtras. Attends. Je sens qu'il y a quelque chose dans la fourchette. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Attends. Oui, je t'ai mis un petit défi là quand même. Écoute, là, il y a quelque chose dans la fourchette. Je le sens, je goûte. Ouais, tu peux goûter. J'avais ma fourchette à l'envers. Je dirais c'est un mocha. Exact. Un mocha. Est-ce que c'est pas le dessert que tu... Qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Que tu mangeais quand tu étais petit. Attends, je reprends un petit bout. Tout pour toi. Je vais tout mettre sur mes genoux en fait. Je ne suis pas sûr que... Est-ce qu'il est bon? Écoute, il a l'air bon, je vais le finir après. Attends, je vais le remettre ici. Ouais. Ça ira? Attends. Je mettrai les trucs. Attends, je sens que les trucs sont un peu... Je les mets par terre. Oui, où tu veux. Ça, je mets là-dessus. Ouais, ça marche. Ah oui, maintenant je sens que le mocha est presque à côté. Non, et donc, les mochas... Est-ce qu'il est aussi bon, ou presque, que celui de ton papa? Il est bon. Et en fait, tu fais allusion à mon père qui était boulanger. Tout à fait. Ma mère qui était boulangère, c'était comme ça. Et lui faisait le pain, les gâteaux et tout ça, et elle le vendait, elle vendait tout le bazar dans le magasin. Et quand je rentrais de l'école, on n'avait pas de comptoir frigo à l'époque, c'était vraiment un comptoir, donc tout était du jour. Et quand il restait des trucs, j'étais obligé de les manger. C'est vrai que tu as grandi du coup avec l'odeur du pain au quotidien. Oui. Mais quel genre d'éducation ils t'ont transmis tes parents? Écoute, mes parents n'étaient pas des gens compliqués. Ils étaient... oui, ils étaient assez logiques. Simple et logique. Mais quand je dis simple, ils n'étaient pas débiles. Mais tu vois, il y avait tout était logique. Ils ne se prenaient pas la tête pour les choses qui n'existaient pas. Et donc c'était une éducation, bon, il travaillait énormément, vu le boulot de mon père, qui c'est quand même un gros boulot. Ouais. Et c'était surtout axé autour du travail. Ouais.
ils se plaignaient pas vraiment. Point de vue éducation, c'était normal, c'était pas tellement, c'était correct, pas trop strict, pas trop relax. Ouais. Mais bon, à l'époque, l'école, j'étais dans une école catholique à Arlon, qui là, c'était très strict, donc on ne pouvait pas broncher là. Ouais, tu avais l'équilibre comme ça. Oui, oui. Ouais. Mais mes parents n'étaient pas, ils étaient pas coulants non plus. Tout était. Enfin, j'ai jamais eu l'impression d'être que ce soit injuste, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Si je me faisais engueuler, c'est que je l'avais mérité. Mérité, Et ouais. oui, Et tout tu as était logique. 2 grandes sœurs. Oui. Ouais. Quel rapport tu avais plus jeune Bah, écoute, il y en a une qui avait 8 ans de plus que moi, qui est Ouais. malheureusement décédée. Ouais. Et tu sais, 8 ans, c'est vite beaucoup. Hein. Mhm. Donc, quand j'avais 10 ans, elle en avait 18. Donc, Ouais. c'était plus vraiment le même monde. Le décalage était trop marqué, Oui. enfin, le décalage d'âge. Oui. Ouais. Et l'autre qui était plus jeune, enfin, qui a 4 ans de plus que moi. Donc, là aussi, si tu veux, tu as vite un décalage. Je veux dire, de nouveau, quand j'avais 10 ans, elle en avait 14. Donc, c'était beaucoup d'écart. Donc, ouais, je me suis bien amusé avec elle. Surtout la grande qui racontait plein d'histoires et qui écoutait de la musique. Elle était très branchée. Yé, Salut les copains, Ouais. Johnny Hallyday. Ouais. Donc, elle écoutait beaucoup de musique et j'ai connu beaucoup de vieilles chansons comme ça. Et alors, ce qu'il y a de cocasse un peu dans l'histoire, c'est qu'elles ont reçu des cours de piano. Oui, Et toi, pas. non. Et elles en ont rien fait, finalement, elles, de leurs cours de piano. Mais non. Mais non, mais tu sais, c'est toujours... Oui, c'était une bonne idée de la part des parents de dire, tiens, voilà, les cours de piano, ça peut être sympa. Ouais. Et elles ont eu des cours de piano, et il y avait quelqu'un qui venait à la maison, et donc elles avaient des cours de piano. Elles jouaient toujours les mêmes 3-4 morceaux qui me plaisaient qu'à moitié. Et puis bon, elles en ont eu marre. Je ne me rappelle plus dans quelles circonstances, mais oui. Tu ne jalousais pas ça, le fait qu'elles Non, avaient de la musique attends, et toi pas? Non, ça ne me plaisait pas du tout. Tu n'avais pas envie de faire de la musique à ce moment-là? Non, ça faisait du bruit. Non. Ouais. Et puis, tu imagines, tu es déjà à l'école toute la journée, Ouais. et puis alors tu as des cours de piano en plus. Non. C'est comique. Mais malgré tout, tu avais quand même déjà ce petit talent artistique qui était là? Écoute, j'ai toujours beaucoup aimé dessiner et tout ce qui était rédaction, tout ce qui était... j'aimais bien. Tu vois, contrairement à beaucoup d'enfants qui considèrent qu'une rédaction, c'est vraiment un gros boulot. Moi, je trouvais ça plutôt amusant parce que tu pouvais raconter ce que tu avais envie de raconter. Et donc, enfin, tu l'as dit justement, tu étais originaire d'Arlon, et puis à un moment donné, vous avez tous migré vers Bruxelles. Oui. Ça a été un gros changement pour toi. Comment tu l'as vécu à cet âge-là? C'était un drôle de changement parce que j'avais l'impression d'avoir perdu tout un côté de ma vie, hein, ma petite vie. J'avais 12 ans. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était un plus, parce qu'au lieu d'être resté au même endroit tout le temps, là, j'ai connu 2 endroits, et à des bonnes périodes, parce que j'ai eu la chance de faire toute mon enfance à Arlon, et d'aller courir dans les bois, dans les champs, d'aller attraper des têtards, des trucs, tu vois, faire du traîneau dans des champs, casse-gueule, finir dans les barbelés, tu vois, voilà. Et puis d'avoir mon adolescence dans une ville qui est quand même, je pense, plus adaptée pour les ados. Et oui, très vite, ça a été un plus. Et là, bon, j'ai commencé aussi à devenir un vrai amateur de musique, et en tant que fan, hein, en tant que... Je voulais revenir aussi sur ton année, en effet, où tu as triplé. C'est à ce moment-là aussi qu'est née l'idée de monter sur scène, ou en tout cas d'une blague. C'est parti comment? Écoute, bizarrement, cette école où on était quand même toute une bande de zinzins, a décidé de faire un festival
pour que tous les gens de l'entourage de l'école, les profs, les parents d'élèves, les élèves, puissent faire un spectacle musical. Et ils ont créé un festival qui n'a eu lieu qu'une fois, qui s'appelait le Transmondial Musique. Ouais. C'est quand même un peu mégalo. Hein. Ouais. Et par exemple, on avait un prof de physique qui était un excellent pianiste de jazz. Donc, lui a joué du jazz dans, je ne sais plus, la salle de dessin, je ne sais pas. Et donc, tout le monde pouvait s'inscrire. Et j'ai inscrit Stella, un groupe qui n'existait pas, pour participer au festival. Déjà avec la même orthographe? Non, il n'y avait qu'un T2L. Le premier concert, c'est comme la bière. Et les T et les L ont été rajoutés par après, un par concert. Mais donc oui, c'était Stella. Et... Alors c'est comique parce que personne ne m'a demandé, mais quoi, tu fais de la musique? Donc, alors tu sais, tu t'inscris et puis tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, il va falloir assumer. Et oui. T'as eu le trac ce jour-là? J'ai eu le trac, oui. Ouais. Terriblement, parce qu'en plus, c'était dans une classe de géographie, c'était forcément tous des gens qu'on connaissait, c'était les copains d'école. Ce qui est terrible au début, parce que tu es jugé par tes pairs, tu vois. C'est les pires juges. Et, donc oui, j'avais le trac, mais on n'était pas musicien, on ne savait pas jouer. Et donc on a créé une espèce de spectacle assez étrange qui faisait des reprises, mais que de début de morceaux, parce qu'on ne savait pas faire la suite. Et on n'avait pas d'instrument, donc moi j'avais emprunté, j'étais bassiste à l'époque, je ne chantais pas. Et donc on faisait des débuts de morceaux comme ça, écoute, c'était formidable. Ouais. Il n'y a pas d'enregistrement. Non. Et je dirais quelque part, c'est dommage, mais quelque part je me dis, c'est quand même tant mieux. Et quand même, ce jour-là, il y a quand même un petit déclic qui s'est fait. Tu t'es dit quand même... Écoute, ça m'a bien plu. J'adore. Ouais. Ça m'a bien plu. Je ne sais pas ce qui m'a bien plu, mais ça m'a bien plu. Ouais. Et je me suis dit, voilà, ça ne ressemblait à rien. Tout le monde s'est bien amusé. C'est pas ça, parce que... il n'y a personne qui a dit que c'était nul. Parce que... on a fait semblant que c'était fait exprès. Ouais. Tu vois, à un moment donné, il faut... C'était le délire, quoi. Oui, il faut assumer même ce qui arrive par accident. Et puis, oui, il y a quelque chose qui m'a plu, mais avec le recul, je ne pourrais pas dire quoi. Ouais. Et donc, on a fait un deuxième concert, et puis le chanteur est parti. Et puis voilà, les autres... Mais là, j'ai commencé à écrire. Okay. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais à l'époque, il faut dire, il y avait beaucoup moins de groupes de reprises que maintenant. Donc à l'époque, tu avais quand même pas mal de groupes qui démarraient forcément leur premier concert. C'était pour la plupart des reprises de morceaux existants, parce qu'il faut avoir le répertoire. Mais très vite, ils commençaient à composer eux-mêmes. Ouais. Et donc, tu sais, moi, je me disais, comment font les autres? Et je me disais, ils écrivent des morceaux, je vais écrire des morceaux. Et tu t'es lancé. Et puis alors, voilà, et puis comme on cherchait un chanteur et qu'on n'en trouvait pas parce que personne ne voulait chanter avec nous, parce que c'était quand même un peu spécial. Alors, les autres ont dit, t'as qu'à chanter, toi. Je dis, mais enfin, je ne fais quand même pas chanter. Ouais. Et puis bon, écoute, si je ne faisais pas, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, et voilà. Et puis il y a eu Mimi aussi. Oui, alors, là si tu veux... Là aussi, je me suis dit, tiens, comment ça marche? Et donc, on a commencé à répéter, parce que tout à coup, on s'est rendu compte qu'il fallait répéter pour faire d'autres concerts, et puis que j'écrivais des chansons, donc il fallait répéter. Et tu sais, quand tu as des groupes qui répètent comme ça, tu as souvent les copines ou les copains qui viennent à la répète et qui font rien, qui s'ennuient. Et c'est long, tu sais, de voir des gens qui répètent, surtout quand ils jouent pas bien. Et alors je me suis dit, mais plutôt, parce que là il y a eu Mimi, après il y a eu Michel qui était la copine du guitariste. Je me dis, mais tant qu'à faire, qu'elles chantent avec. Elles sont quand même là, elles s'ennuient, tu vois, et elles n'étaient pas plus mauvaises que nous qui n'étions pas bons. Donc c'était un peu ça l'idée, et donc
Et donc voilà, et puis bon, Mimi et moi, on était aussi en couple. Et puis on a commencé à travailler. Tu sais, tout le monde, à un moment donné, vers la fin des années 70, tout le monde a commencé à travailler. Et il y en a qui ont eu des enfants. Tu sais, la vie a changé. Tout le monde s'est un peu installé dans la vie. Et quelque part, on a fait par-ci, par-là un ou deux trucs, mais tu vois, c'était pas notre préoccupation. Voilà, c'était comme si on avait joué à ça quand on était petit et qu'on arrêtait. Ouais. Et puis à un moment donné, Mimi et moi, on s'est dit, si on faisait ça à deux, et donc on a fait toute une série de concerts à deux. Et pourquoi pas? Tu vois, ça n'existait pas. Il n'y avait pas des duos comme ça avec un petit synthé. C'était assez original. Ouais. Tout en continuant à être fonctionnaire au Oui. ministère de la Justice. Ah oui, oui, écoute. C'est quand même comique aussi ce parallèle, ce double vie. Oui, en même temps, j'aimais bien mon boulot. Tu Ouais. vois, et je trouvais que les deux ensemble, c'était pas si mal comme plan, parce que... Ça te libérait aussi du temps pour pouvoir... oui, en plus, bon, je veux dire, c'était quand même... je travaillais dans un ministère à Bruxelles, donc si je commençais tôt, je finissais à 4h. Donc à 4h20, parce que c'était pas loin de la maison, j'étais à la maison. Et ça laissait tout le temps pour faire autre chose. Ça laissait tous les week-ends, ça laissait... Et donc on a pu continuer à faire des concerts sans problème par rapport à ça. Et puis bon, il y a eu de plus en plus de concerts, il y en avait en semaine. On rentrait tard, on se couchait tard, on se levait tôt. Mais ça allait, tu vois. Et l'idée n'était pas du tout d'en faire un métier, vraiment. Oui. C'était juste vraiment chouette d'avoir la chance de faire un boulot que sincèrement, moi j'aimais bien, j'adorais mes collègues. C'était un vrai plaisir. Et puis il y a eu le déclic qu'il y a eu pour faire changer cette situation de boulot, c'est que on a été invité à Montréal à un festival. Alors déjà, j'ai cru que c'était une blague parce que... C'est Montréal, oui. Oui, à Montréal, tu vois, c'est pas comme si on te dit tiens au Havre et donc oui, on est allé là-bas et c'était un gros festival francophone à Montréal et ils avaient invité tous les groupes pendant 10 jours pour que tous les groupes fassent la promo. Et donc on a été 10 jours à Montréal et on a rencontré tous les autres groupes. Et tous les autres groupes, ça veut dire Les Garçons Bouchers, Noir Désir, OTH, enfin bon. Ouais. C'était quand même... et la soirée, il y avait 4 jours de festival. Ils ont essayé de faire des jours plus ou moins à thème. Et le 4e jour, c'était un peu la journée fourre-tout. Et c'était effectivement Stella, Noir Désir, Garçons Bouchers. Et c'est la soirée qui a le mieux marché. Donc on est revenu ici, mais tu vois, sympa. De retour au boulot. Enfin, je veux dire, au lieu d'aller faire les guignols à Namur, tu vas le faire à Montréal. Et quand on est revenu, ils m'ont rappelé du Québec en me proposant de faire un mois de concerts supplémentaires. Tu n'avais plus de congé, là. Voilà, j'avais plus de congé. Et donc pas le choix. D'où l'idée de commencer les pauses carrières et les congés sans solde. Ouais. Mais c'était vraiment qu'une question de temps, tu vois. Parfois, les gens me disent, oui, tu devais t'ennuyer au ministère, mais non, pas du tout. J'aimais bien, mais je ne pouvais pas faire les deux. Et donc, de fil en aiguille, je n'y suis plus retourné. Ta relation avec Mimi a duré 19 ans. Quel regard tu portes sur cette période? Un amour de jeunesse qui a bien... C'était chouette, si tu veux, et puis bon, mais c'était fini. Et j'ai pas de tristesse par rapport à ça. Et c'est comme ça, si tu veux. Tu sais, je veux dire, je me dis que ça devait se mettre comme ça. Et Un beau parcours quand même, 19 ans. un beau parcours, oui. Mais tu sais, avec le temps, tu te dis, 19 ans, c'est pas si long que ça. Sur l'échelle d'une vie complète? Tu sais, j'ai eu trois vraies relations, une de 19 ans, une de 15 ans et maintenant une de plus de 15 ans. Donc, ça va, je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas volage. Ouais. Jean-Luc, quand tu es sur scène, qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça te fait?
Quelle émotion tu vis à ce moment-là? Écoute, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais pour moi, tout à coup, tu es là où tu penses que tu devrais être. C'est bizarre, hein, parce que c'est un truc qui est tellement terrorisant et qui semble tellement incroyable pour beaucoup de gens. Tout à coup, tu es là et ben voilà. C'était un peu, tu sais, c'était un peu comme si tu rentres chez toi après avoir fait une longue marche dans la pluie, le froid, et que tu t'assieds dans ton fauteuil et tu dis ouais. Donc, et puis, oui, c'est le partage, c'est le moment. Parce que bon, il y a eu des centaines de concerts, évidemment, depuis le début. Mais chaque fois, si tu veux, il n'y a rien à faire, c'est pas la même chose. C'est à ce moment-là que ça se passe, et c'est à ce moment-là que tu as bon. Donc tu n'as plus jamais eu le trac? Non. Plus jamais. Et ce n'est pas un problème, parce que c'est encore plus chouette, je trouve, si tu n'as pas le trac, parce que tu profites de tous les moments. Il faut, le plus difficile, bon, je passe un peu du coq à l'âne, mais pour écrire des chansons, pour composer des choses, c'est d'être serein. Et il faut passer immédiatement de l'état d'inquiet à serein. Ce qui n'est pas évident, mais pas évident, non. Il faut avoir comme, si tu veux, une cloison dans la tête, où tout à coup tu jettes tous tes problèmes d'un côté, et pendant ce temps-là, tu as l'autre côté qui est libre pour pouvoir créer des choses. Comment tu fais? Il y a un petit bouton miracle? Non, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est pas donné à tout le monde. Et alors tu peux être dans l'urgence, et c'est pas un problème du moment que tu es serein. Donc il faut être vraiment, il faut être à l'aise. Ben, tu vois, comme je suis ici, par exemple, je suis tout à fait à l'aise. Et ça... Je pense que ton caractère fait ça aussi. Oui, mais... Si tu veux, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des choses dramatiques qui nous entourent, et que c'est très compliqué. De rester serein. Pour beaucoup de gens, pour soi-même, enfin, tu vois, tout le monde, c'est un drôle de climat. Et donc tu dois te dire, oui, c'est anxiogène, mais on doit réussir à faire comme si ce n'était pas anxiogène. Donc mais il n'y a pas de bouton, mais oui, c'est un état d'esprit, si tu veux, où tu dois te conditionner oui. à. Oui. Alors justement, je vais te faire écouter un autre extrait. Bonjour Jean-Luc, c'est Jacques. Alors je ne crois pas que tu puisses me voir dans cette émission spéciale, mais je voulais te faire un petit bonjour et te dire quelque chose. Je sais que souvent tu racontes que grâce à ta venue dans le jeu de dictionnaire, où j'avais fait appel à toi, tu as pu modifier ta trajectoire de vie, ta carrière, et élargir ça à la télé, la radio, et aux petites histoires et aux livres. Je voulais te dire à mon tour que grâce à toi aussi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Tu m'as apporté beaucoup, non seulement par ton amitié, mais aussi parce que, par exemple, en faisant appel à moi dans cet archivé près de chez vous, le quiz, tu m'as donné un prolongement de mes activités, de ma passion et donc de ma vie. Et c'est vraiment très précieux. Je t'en remercie et je t'adore. À bientôt. Ça, c'est mon camarade Jacques Mercier. Enfin, il le dit au début, donc je l'aurais reconnu. Et c'est vrai que, oui, écoute, il y a des gens comme ça qui ont été vraiment, vraiment importants, vraiment utiles, même s'ils ne l'ont pas fait exprès. Et c'est vrai que le fait de m'avoir invité dans des émissions autres que musicales, comme par exemple le jeu de dictionnaire, où j'étais allé précédemment comme invité, comme, tu sais, pour aller faire la promo comme partout, où c'est lui qui m'a proposé de faire partie de l'équipe, où je me suis d'abord demandé s'il était complètement cinglé ou pas, et finalement, j'ai dit, ben oui, enfin, finalement, il n'a pas dû beaucoup insister. Hein. J'ai dit, écoute, c'est ton émission. Et pourquoi tu dis que ça a été justement un tournant important? Mais parce que tout à coup, je me suis retrouvé dans des émissions où je pouvais m'exprimer autrement que par les chansons, par la musique. Et donc, tu vois, des émissions comme le jeu des dictionnaires, les émissions d'archives, tous les plateaux, si tu veux, où tout à coup je suis devenu chroniqueur ou présentateur, c'était un truc que, je veux dire, je n'avais jamais imaginé vouloir faire.
Même les bouquins, si tu veux, comme j'en avais parlé à Jacques, parce que j'ai commencé à écrire des bouquins un peu par hasard. J'en ai parlé à Jacques tout à fait par hasard, en lui disant, tu sais, voilà, pendant qu'on fait ça, moi je m'amuse à écrire. Alors il m'a dit, et qu'est-ce que tu écris? Je lui ai dit, écoute, des histoires, des espèces de nouvelles. Il m'a demandé s'il pouvait les lire. Je lui ai dit, écoute, oui, tu fais ce que tu veux. Et à ce moment-là, Philippe Geluck commençait une collection qui s'appelait C'est pour offrir chez Casterman. Et bon, de fil en aiguille, voilà, j'ai été publié avec le premier bouquin là, et il y en a eu une dizaine après. C'est génial. Enfin, tu vois, c'est des trucs, franchement, ça me fait plaisir. Et c'est vrai que c'est chouette parce que, bon, on est à nous deux le plus vieux duo de présentateurs belges. Et de tous les temps, je pense. Et je trouve ça chouette qu'il continue à le faire. En plus, il n'est pas, je veux dire, c'est pas une vieille cacahuète. Il n'a plus 20 ans, mais il est tout à fait... Bien sûr. Il est comme avant. Moi, je ne vois pas la différence entre maintenant et il y a 30-40 ans. Oui. Et ça vous a permis de développer une belle amitié. Voilà. Oui. Jean-Luc, j'ai encore une petite chose à te faire. Alors, je suis aussi perdue, mais voilà. Je vais te faire sentir. Donc, je vais te passer un petit pot et tu vas sentir et reconnaître l'odeur. C'est très facile. Un petit pot. On le sent d'ici. Ouh, ça sent fort, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est du Ricard. Voilà, c'est du Ricard. Oui. Mais oui. Un petit pastis. Bon, alors pourquoi le... Écoute, je ne sais pas, j'aime bien. Quand je vais au restaurant, en général, je prends juste un apéro et puis je bois de l'eau. Ouais. Et l'apéro, c'est du Ricard, été comme hiver. Ouais. Et alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, tu sais, tu as toujours les gens qui ont l'air étonnés. Ouais. Un Ricard en hiver, tu dis, pourquoi si pas. t'aimes bien, t'aimes bien. Justement, le côté écriture, je voulais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Comment t'as... Oui, tu peux le redéposer. Hein. Attention. Comment tu as réussi à toujours être inspiré, on va dire ça comme ça. Comment tu travailles cette facette-là de l'écriture? Alors, quand je commence à écrire des choses, je commence à écrire et puis la suite arrive un peu... Spontanément? Oui, naturellement. Je veux dire, c'est toujours excitant parce que tu te dis, tiens, j'écris un truc, mais j'ai pas... Bon, il faut pas écrire ce qui existe déjà. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus excitant, c'est qu'au lieu de... Tu vois, c'est un peu le contraire de l'intelligence artificielle qui prend tout ce qui existe et qui en fait une espèce de grand résumé. Moi, j'essaie d'aller voir ce qui n'existe pas. Et je me dis, qu'est-ce qui n'a jamais été fait? Oui, mais après autant d'années, après autant de chansons, après autant de textes, comment tu fais? Écoute, il faut être culotté. Il faut c'est pas la prétention, mais il faut se dire, voilà, on me demande de faire un truc. S'ils pensent que c'est pas bien, je veux dire, tant pis, moi je ne peux pas faire mieux. Mais c'est ce qui me vient. Quand on me parle d'un truc, c'est ça le... Ouais. Ça n'a jamais eu peur du jugement? Non, je veux dire, effectivement, si personne n'aimait ce que je faisais, peu importe dans quel domaine, tu te dis, alors c'est plus la peine de le faire. Je veux dire, il ne faut pas non plus imposer. Mais tu aimes bien ce que tu fais, sinon tu ne le fais pas, ou sinon tu dois le changer, tu dois... Je voudrais te faire écouter un dernier extrait. Ah, ça c'est Twin Peaks. Même pas la première note, tu l'as. Ah oui, mais ça... Ça c'est ton dada, ça? Oui. Pourquoi? Alors écoute, c'est un truc vraiment mystérieux. Tout est étrange là-dedans. Au départ, c'était un feuilleton. Tout est glauque et bizarre et on ne comprend rien. Et c'est vraiment chouette. La musique est bien, les acteurs sont bien. C'est David Lynch qui a fait ça. Et oui, la musique est formidable. Et tout est bizarre dans ce feuilleton. Il n'y a rien qui est comme il devrait être. Ouais. Mais bon, ça me plaît bien les trucs mystérieux et glauques. Marrant. Jean-Luc, comment tu vois la
la suite, là maintenant, ton futur de manière artistique, là maintenant, effectivement, c'est les 50 ans, mais est-ce que tu penses à l'après? Écoute, je n'ai jamais pensé à l'après. Moment présent. Oui, parce que, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai jamais imaginé qu'il allait se passer tout ça, et je ne pense pas que si j'y avais pensé, ça aurait changé quelque chose. Donc, c'est pas des trucs qu'on peut prévoir et tout ça. Alors maintenant, je sais que l'après, normalement, sera plus court que l'avant, parce qu'à un moment, si tu veux, on m'a déjà dit, est-ce que tu vas faire une tournée pour les 100 ans? Écoute, pour les 100 ans, j'aurai 118 ans. Moi, je veux bien. Si la science a fait des progrès et que tu es dans une forme olympique, si ça se pourquoi met, pas? mais je veux dire, on ne ferait quand même pas ça tous les jours. Bien Un sûr. type de 118 ans qui vient raconter des crabistouilles. Donc je ne sais pas. Écoute, en tout cas, le fait de continuer à faire des choses comme ça, ça maintient l'esprit en vie et le corps, écoute, en général, il suit l'esprit. Ouais. En fait, finalement, tu es quand même un gars qui ne s'est pas vraiment posé de questions, qui a toujours dit oui. T'as pas trop douté. Oui, écoute, en fait, moi, je veux bien poser des questions quand il y a une réponse. Mais, je veux dire, tu sais, sur des parcours artistiques, parce que c'est quand même comme ça que ça s'appelle, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux savoir? Jamais j'aurais pu imaginer faire un duo avec Patrick Bruel. Jamais j'aurais pu imaginer faire un duo avec MC Solar. Jamais j'aurais imaginé faire un duo avec le grand Jojo. Tu vois, c'est des trucs étranges. Et on ne sait pas toujours ce qui peut se passer. Donc, c'est ça en même temps qui est chouette, parce que si tu sais tout, alors... Non, bien sûr. Mais c'est quand même génial de pouvoir te dire que tu fais des choses sans trop te poser de questions. Bah oui. Tu as un détachement naturel des choses comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais je fais quand même tout pour que ça se passe bien, tu vois. Ouais. Mais en fait, Oui. Et puis tu travailles beaucoup aussi. Oui, je pour travaille ça, beaucoup. bien sûr. Mais tu vois, c'est un truc où c'est pas vraiment un détachement, mais si tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu vois. Tout ça, c'est mystérieux. Oui, c'est mystérieux, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on peut dire que tu es grand-père par alliance. Oui. Qu'est-ce que ça te procure, ça, Écoute, au quotidien? Ça me plaît énormément. Ouais. Parce que j'ai deux charmantes petites filles qui s'appellent Alice et Chloé. Et elles sont formidables. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être grand-père? écoute, j'ai jamais été père, donc je crois que le côté grand-père, c'est le côté... tu as tous les avantages sans les inconvénients. Parce qu'évidemment, avec ma compagne qui est merveilleuse aussi, on leur dit en gros oui à tout. Tu vois, elles peuvent faire plein de trucs, manger tout ce qu'elles veulent. Enfin, je veux dire, mais elles sont vraiment... elles sont adorables et oui, c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir. Et je me réjouis chaque fois que je les vois, c'est vraiment très chouette. Elles dorment régulièrement à la maison, elles viennent. Oui, écoute, c'est chouette. C'est chouette. Ça maintient aussi en forme. Hein. Ça maintient en forme, oui. Ah, ça, elles sont assez chronophages. Elles viennent toujours poser des chouettes questions, mais c'est sympa. Ouais. Tu vois. En même temps, c'est pas... ça prend du temps et de l'énergie, mais c'est pas perdre son temps. C'est plutôt gagner du temps. Et je trouve ça chouette que elle aussi, si tu veux, on fait tout pour qu'elle soit heureuse et bien. Et, enfin, tu vois, c'est quand même l'idée. Si tu peux pas être heureux quand tu es enfant, alors... À quel moment? À quel moment? Oui, bien sûr. Jean-Luc, on arrive à la fin de l'émission et avant ça, je voudrais te demander de te tourner sur ta droite. Il y a un miroir. Et donc, je voudrais un petit peu que tu
c'est un peu bizarre, mais que je ne vois pas le miroir. Oui, tu le vois pas, c'est normal. Ah, donc je me regarde dans ce miroir et que je ne le vois Voilà. pas. C'est quand même un truc limite cinglé, ça. Oui, écoute, on est un peu dans le délire aussi Oui, ici. Alors, Et donc voilà, je voudrais que tu t'adresses un petit mot, quelque chose que tu aurais peut-être envie de dire, je sais pas, peut-être au gamin qui avait 18 ans et qui se lançait, ou alors je te laisse un peu libre. alors je vais quand même revenir sur cette idée de miroir, Oui, parce que j'ai déjà, tu sais que j'ai quand même déjà fait des trucs un peu assez bizarre. étonnants, Ouais. mais me parler à moi-même dans un miroir que je ne vois pas et qui est supposé refléter mon image, c'est ça, Voilà, dans le noir. évidemment. On verra ton image. Alors, pour moi, un miroir qui reflète une image dans le noir, ou un mur, c'est le même. Donc je dirais à ce petit gars de 18 ans, Jean-Luc, est-ce que tu sais que dans 50 ans, tu vas te parler à toi-même dans un miroir et que tu ne le verras pas parce que c'est dans le noir. Donc réfléchis bien avant de faire ce premier concert parce que tu ne sais pas à quoi ça peut t'amener. Mais ça, c'est un truc de cinglé quand même. Donc en fait, oui, je ne parle à rien nulle part. C'est génial. Ça me plaît bien. Le concept me plaît bien. Pour toi, c'est bizarre, hein, mais pourtant, on va le voir, le miroir. On voit ton image. Ah, Tu vois ? écoute. Donc c'est bizarre pour toi, mais... Mais attends. Enfin, non, ça reste bizarre. Le téléspectateur va voir l'image. Ouais. Mais il va le voir à travers le miroir. On voit le miroir, et donc on te voit comme si tu te regardais dans le miroir. Ah oui, parce Tu que vois ? nous, oui, évidemment, nous, on est dans le noir, mais Ouais. oui. Donc ça fait encore que j'ai encore l'air plus cinglé que... C'est spécial. Écoute, voilà. Nous sommes dans un petit délire, nous aussi, et Écoute, j'aime bien. c'est une expérience. Donc Franchement, voilà. je trouve que c'est une bonne idée. Merci, Jean-Luc. C'est original et c'est assez plaisant. C'est gentil. On termine par la dernière chose qui est moins plaisante. Tu vas voir, on va faire une petite photo. Et c'est là-dessus qu'on termine. Oula. Donc ça va faire mal aux yeux. Attends, et je vais D'accord ? regarder où? Mon téléphone, ici. T'es prêt ? Oui. 1, 2, 3. Alors voilà, je sors du noir de la nuit et franchement c'était hyper agréable. Alors c'est bizarre parce que c'est quand même des choses que j'ai jamais fait ça. Mais c'est très chouette, j'ai passé un bon moment. Et je veux dire, moi je veux bien refaire ça tous les jours. Donc je ne dois pas forcément parler du moment qu'on me donne un mocha, qu'on me fait écouter de la bonne musique et la voix de mes petits camarades. C'était un plaisir.